Comprendre ce qu'est un lac m'a aidé à mieux visualiser le tout comme un ensemble interconnecté. Mais quand on parle de qualité de l'eau, les scientifiques doivent y aller dans le particulier, chacun en fonction de leur domaine d'expertise précis. Fin 2015, l'APEL publiait la diagnose du lac Saint-Charles, qui faisait état d'un vieillissement accéléré du lac. Mais concrètement, à quoi faisons-nous référence quand on parle de vieillissement d'un lac ? Quelles sont les pressions subies par le lac qui amènent cet état préoccupant ? Dans les médias, on entend parler de cyanobactéries, de problèmes de sel de voirie, d'installations septiques défectueuses et autres. Autant d'éléments mystérieux pour moi, citoyen lambda de la ville de Québec. Je suis donc allé à la rencontre des scientifiques qui ont travaillé sur cette diagnose pour mieux comprendre ces différents enjeux. Je suis d'abord allé rencontrer Mélanie Deslongchamps, directrice de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord, plus communément appelée l'APEL. L'APEL a un rôle de vulgarisateur auprès du public et essaye de sensibiliser la population de la grande région de Québec à l'importance de protéger nos sources d'eau. C'est d'ailleurs la raison qui a amené Mélanie à venir nous proposer cette émission. L'idée, c'est qu'en étant mieux outillés, on comprend plus facilement les différents enjeux qui entourent cette protection. Pour commencer, Mélanie, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'APEL? C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par des riverains à la base en 1980 qui voulaient protéger leur lac. À la base, ça a été ça. Maintenant, c'est beaucoup plus gros et on parle plus de la rivière Saint-Charles au complet et non seulement le lac Saint-Charles. Les administrateurs de l'organisation sont un peu partout dans le bassin versant et même de la ville de Québec. C'est des gens qui ont à cœur la protection des milieux naturels dans le but, dans le fond, de protéger le bassin versant de la rivière Saint-Charles. On a à l'intérieur de l'équipe des gens en biologie, bien évidemment, mais spécialisés notamment en limnologie, en études des cours d'eau. On a des géographes, des géomaticiens, des agronomes. On a en fait à peu près tous les volets qui peuvent toucher aux travaux qu'on mène. Est-ce que l'APEL serait pas un peu un pont, j'ai envie de te dire, entre les experts finalement que vous allez avoir au niveau de l'APEL, puis le lien qui peut se faire avec les gestionnaires qui vont donc gérer plusieurs projets? On le fait entre les scientifiques, les chercheurs des différentes institutions universitaires, mais on travaille aussi avec les gestionnaires du territoire, autant la municipalité de Stoneham, par exemple, ou Lac-de-L'Age, ou Québec. Dans le fond, ils ont besoin de nous pour qu'on les aide à décider c'est quoi les bonnes actions. Et c'est à travers, dans le fond, des projets de recherche qu'on va trouver des réponses pour les gestionnaires, puis les gestionnaires vont nous poser d'autres questions, qui vont nous mener probablement à d'autres projets de recherche ou à d'autres actions directement sur le terrain. De faire que la recherche nous serve à énoncer des recommandations, à créer des projets. Il y a une grosse sensibilisation aussi que vous faites auprès des citoyens. C'est important, cette sensibilisation-là. Comment elle se fait? C'est sûr que pour arriver à faire quelque chose, quand on veut protéger l'environnement, c'est chaque geste compte. Je le dis, je le répète. C'est pas une personne qui pollue, c'est pas un acteur qui fait toute la pollution, c'est tout le monde sur le territoire qui contribue, mais on doit aussi tout le monde contribuer à son amélioration puis à sa protection. C'est sûr que c'est en sensibilisant les gens qui vont apprendre à la protéger, à l'aimer, à se sentir partie prenante, là. Donc c'est pour ça qu'on fait énormément de sensibilisation. Régulièrement, on se pose la question quand on développe les outils à savoir est-ce que ce mot-là, on doit ou non l'inclure. Mais à un moment donné, on se dit qu'il faut aussi apprendre
aux gens à parler des vrais termes. Donc, la limnologie, on s'est souvent posé la question, doit-on l'utiliser? Mais c'est le vrai terme pour parler de l'étude des cours d'eau. Donc, on s'est dit qu'à force d'en parler, les gens vont finir par le comprendre, se l'approprier et l'utiliser. Mais à peu près pour plusieurs thèmes, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le définit, puis on le redéfinit plusieurs fois. Puis, à un moment donné, on se dit, bien, les gens apprennent, puis ils vont être capables d'utiliser aussi ces mots-là. C'est difficile de faire le lien entre vulgariser et pas perdre le sens scientifique de ce qu'on fait, là. Puis dans un idée justement de vulgarisation, on a beaucoup entendu parler de la diagnose du lac. C'est quoi? C'est un diagnostic. Une diagnose, c'est comme un état de santé, comme quand on va chez le médecin puis qu'il nous fait un bilan de santé, c'est la même chose. On regarde comment le lac se porte dans toutes ses coutures. On regarde, oui, l'eau, la qualité de l'eau, mais on regarde aussi ses plantes aquatiques, ses rives. Même les dernières fois, on a fait une étude paléolimnologique, donc de ses sédiments. Un diagnose, il peut en avoir différents niveaux aussi. Quand on sait que le lac va bien, on n'est pas obligé de fouiller si loin, mais quand on sait que le lac va pas très bien, bien, nous, on commence de plus en plus à aller de plus en plus loin, à aller chercher le plus grand nombre de paramètres possible pour faire sa surveillance. On entend aussi souvent parler d'eutrophisation du lac. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un lac s'eutrophise, c'est il s'enrichit, on y amène des éléments nutritifs, puis il vieillit. Donc, il y a des stades d'enrichissement du lac. Puis un lac, à un moment donné, il va devenir un milieu humide, à quelque part. Donc, plus qu'il va prendre la nourriture, plus qu'il va prendre du phosphore et de l'azote, qui est des éléments nutritifs qu'on peut retrouver là, quand on regarde sur une poche d'engrais, il y a de la potasse, du phosphore et de l'azote. Donc, quand le lac elle gère beaucoup d'éléments nutritifs, bien, il va s'engraisser, il va devenir un milieu humide. Dans le fond, les marais du Nord, à quelque part, avant, c'était le lac. C'est juste que on a inondé des terres, on a enrichi, on a déposé des sédiments. Plus qu'on dépose des sédiments, moins le fond est profond. Et là, les végétaux peuvent commencer à pousser parce qu'ils ont la lumière. Le lac sud du lac Saint-Jean, il est très peu profond. C'est encore plus facile à vieillir parce que la lumière se rend dans le fond. La croissance des végétaux se fait. Et c'est là qu'on peut voir rapidement une détérioration. Les dernières années, on a vu un enrichissement, pas nécessairement dans la colonne d'eau. Mais comment on a fait pour savoir qu'il va pas bien? C'est notamment parce qu'il y a une croissance fulgurante des plantes aquatiques. Et les plantes aquatiques utilisent le phosphore et l'azote. Donc, c'est normal que dans l'eau, on ne trouve pas les éléments nutritifs parce que c'est les plantes aquatiques qui l'utilisent pour croître. On a eu l'apparition des cyanobactéries il y a plus de 10 ans, là, en 2006, au lac Saint-Charles. Et chaque année, il y a des proliférations de cyanobactéries. C'est des petites particules qui vont utiliser justement les éléments nutritifs pour croître, qui vont faire comme des petits points. Là, ça ressemble à un peu du pollen, mais qui se promènent dans la colonne d'eau, puis qui vont peut-être, à certains moments, quand tous les éléments sont réunis, on va avoir une couche à la surface, comme une espèce de... On dit algues bleu-vert. Des fois, on peut parler de peinture turquoise, là, et qui font une floraison, comme une fleur d'eau de cyanobactéries. Ça, c'est des symptômes que le lac va pas bien. Quand on a vu l'apparition des cyanobactéries, quand on a vu l'expansion des plantes aquatiques, c'est sûr que ça démontre qu'il se passe quelque chose et qu'il faut intervenir. On n'a pas d'agriculture sur notre territoire. On ne peut pas dire que c'est de la faute de l'agriculture comme dans plusieurs bassins versants au Québec. Donc, on sait là, que c'est nous, comme humains, qui apportent des éléments nutritifs quand on va à la toilette, notamment. Et on a 2 usines d'épuration des eaux usées qui sont conformes aux normes du gouvernement sur notre territoire, une à Stoneham et une à Lac-de-L'Age. Et on a plus de 3000 installations septiques en amont du lac Saint-Charles ou autour du lac Saint-Charles. Donc, les installations septiques, c'est fait pour faire une chose précisément, c'est protéger l'humain. Qui a un puits artésien, qui a son installation septique, puis que son voisin a la même chose. On ne veut pas que des coliformes fécaux, que des bactéries se retrouvent dans le puits artésien parce que ça va créer des maladies, notamment la gastro-entérite. Donc, ça ne gère pas tous les éléments nutritifs. Ça, notamment l'azote, ça n'a aucun traitement. C'est le seul en place, s'il est capable de le faire, qui va le faire. Le phosphore, certaines installations aujourd'hui le font, mais la majorité sur notre territoire ne sont pas conçues pour gérer non plus le phosphore.
Aussi, les micropolluants, les médicaments qu'on rejette dans l'environnement, bien, ça ne traite pas ça, les installations septiques. Donc, ça se retrouve dans nos cours d'eau, dans nos nappes d'eau souterraines et éventuellement dans le lac Saint-Charles. Et c'est là une des problématiques du lac, c'est l'assainissement. Puis une des choses prioritaires comme organisation qu'on martèle, c'est au niveau des installations septiques parce que, comme je dis, pour les éléments nutritifs, là, oui, il y a un terrain de golf, il y a un centre de ski, il y a des choses en amont, là, mais on a vérifié en amont, en aval du golf, c'est pas le golf qui nous cause un problème en tant que tel. Donc, c'est vraiment pour les éléments nutritifs, c'est ça. Après, il y a d'autres problématiques, notamment le contrôle d'érosion. Sur les chantiers de construction, si on ne protège pas notre terre puis qu'elle descend dans les cours d'eau, qu'elle se retrouve dans le fossé puis éventuellement dans le cours d'eau et dans la rivière, on va avoir une forme d'enrichissement parce que la terre, si les arbres poussent, si les végétaux poussent, c'est qu'il y a des éléments nutritifs dedans. Donc, quand la terre descend dans le lac, c'est aussi une manière d'enrichir et de faire vieillir prématurément. Un, parce que ça ensable, mais deux, aussi parce que sur chaque grain, il y a des éléments nutritifs. Plus qu'on imperméabilise le sol, plus qu'on met de l'asphalte, du béton, des toitures, l'eau, quand elle tombe, de la pluie, elle tombe, on se retrouve avec très rapidement l'eau dans les cours d'eau. Elle n'a plus le temps de s'infiltrer dans le sol. Elle se retrouve dans les cours d'eau, chargée de polluants aussi, qui a laissé nos routes, nos toitures, etc. Et là, ça fait gonfler rapidement les rivières et encore une fois, ça crée de l'érosion. Donc, un autre élément que je dirais qui enrichit le lac Saint-Charles, c'est beaucoup le contrôle de l'érosion. Puis plus qu'on développe, moins qu'il y a de forêt. Donc, c'est cette problématique-là qu'on retrouve souvent. Une autre problématique qui n'a rien à voir avec l'enrichissement, mais qui nous fait peur présentement, c'est les sels de voirie. On a énormément de routes qui se sont ajoutées les dernières années. On est en montagne, on a fait une autoroute sur le territoire et on se retrouve avec une croissance du sel dans nos cours d'eau, mais aussi dans nos nappes phréatiques. Dans les puits artésiens, certains puits du territoire sont contaminés. C'est un mauvais signe pour le long terme, puisqu'on le sait, notamment le lac Clément, qui est un petit lac de notre territoire, est déjà salé, il est déjà trop tard, il est toxique. Il y a même une stratification aline, c'est-à-dire que le sel dans le fond du lac là, est plus pesant. On sait que de l'eau salée, c'est plus pesant. Donc, le lac est plus capable de se brasser. Éventuellement, il va se mettre à sentir mauvais. On veut pas ça pour le lac Saint-Charles, pas comme milieu naturel, puis pas comme milieu de vie. Et c'est ça. Certainement que si on pense à la réserve d'eau potable, on peut pas croire qu'au Québec, on devra dessaler de l'eau pour s'alimenter. Mélanie m'a pointé plusieurs problématiques quant au vieillissement accéléré du lac Saint-Charles. Et comme un lac est un écosystème interconnecté, il est évident que ses causes sont multiples. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ces différents contaminants et surtout découvrir s'il y avait des solutions pour diminuer leur impact. Mélanie m'a dirigé vers plusieurs scientifiques, chacun spécialisé dans un domaine très précis. Pour mieux comprendre l'état du lac de nos jours, il est intéressant de se plonger dans le passé pour avoir un meilleur portrait de celui-ci. Je suis donc allé rencontrer Roxane Tremblay, paléolimnologiste, qui m'a parlé de comment voyager dans le temps avec le lac Saint-Charles. En fait, c'est assez simple. On utilise les sédiments qui s'accumulent dans le fond des lacs pour reconstituer l'histoire de ces lacs-là, de leur bassin versant. Il y a beaucoup de processus qui définissent le bilan de santé d'un lac. C'est tellement complexe, les processus dans un lac, qu'on a une infime idée, une infime information de ce qui se passe dans un lac. Donc, l'avantage de faire de la paléolimnologie, c'est que ces archives-là, qui sont accumulées dans le lac, nous permettent d'intégrer la somme des informations. Donc, on est capable de faire une ligne du temps. Puis sur cette ligne du temps-là, on va aller documenter l'évolution ou l'état de santé du lac. Partant du fait que les sédiments vont se superposer couche sur couche, donc les sédiments les plus récents sont à l'interface de l'eau, donc à l'endroit où on va se déplacer dans le fond du lac. Donc, on va aller analyser le plomb 210 dans les sédiments. Et le plomb 210 se dégrade tranquillement. Donc, on arrive à élaborer une courbe du temps.
Notre marqueur va être capable de nous dire si on était à 20 cm dans les sédiments, à quel âge on est rendu, à quelle époque était le lac à ce moment-là. Les 200 dernières années, ce qui nous préoccupait, c'était de savoir quel était l'impact de l'être humain sur le lac Saint-Charles, en fait. Prélever des sédiments, comment ça se fait? On va statuer sur les endroits où on va aller faire du carottage. On va être équipé d'un carottier, un grand tube qui est équipé d'un piston. Donc, lorsqu'on a atteint les sédiments, le piston va permettre, en faisant le vide d'air, de remonter à la surface notre carotte de sédiments. Une fois qu'on a cette carotte de sédiments-là, on va la trancher en plusieurs sections pour pouvoir la dater. Cette datation-là va nous permettre de vérifier qu'elle n'est pas perturbée. Et puis là, une fois qu'on a notre datation, on va sélectionner les endroits dans l'histoire qu'on veut documenter. Okay. Puis là, on va aller chercher, on va analyser les bioindicateurs qu'on a ciblés pour documenter les informations qu'on recherche. C'est quoi, finalement, les impacts humains dans ces 200 dernières années? Alors, on est capable de voir un lien entre le développement du territoire et l'érosion sur le territoire, l'augmentation du ruissellement. Donc, plus on va imperméabiliser notre territoire, on va couper les arbres, on va créer des stationnements, plus il va y avoir du ruissellement, plus on va avoir la capacité d'amener des polluants aussi. Évidemment. La qualité du lac Saint-Charles, elle est moyenne, c'est-à-dire qu'elle dépend toujours de ce qui se passe sur son bassin versant. Comme l'eau ne reste pas longtemps dans le lac Saint-Charles, la couleur de l'eau du lac Saint-Charles prend la couleur de ce qui se passe sur son bassin versant. Donc, au niveau de l'eau libre, si vous voulez, on s'en tire pas si mal. Okay. Et puis, aussitôt qu'on fait des interventions sur son bassin versant, on en voit rapidement des bénéfices au niveau de l'eau. Par contre, où ce qu'on ne peut pas effacer les traces, c'est l'accumulation qui se fait dans les sédiments. Il y a accumulation des métaux, par exemple, qui peuvent être toxiques pour les organismes qui vivent au fond de l'eau, dans les sédiments, et qui influencent toute la chaîne alimentaire, aller jusqu'aux poissons et à l'être humain. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dégradation de la qualité de ces sédiments-là. Okay. Donc, il y a une augmentation des métaux. Et puis, il y a une accumulation aussi des nutriments avec le temps. Ce n'est pas encore critique, mais je vous dirais qu'on se dirige vers des conditions qui sont critiques. Puis, ce qui arrive au niveau du lac, c'est qu'on peut être des dizaines d'années où ce que le lac arrive avec tous ses processus et sa complexité à s'auto-épurer. Mais à un moment donné, oups, là, on voit arriver des symptômes qui nous donnent des indications hors de l'eau qu'on a peut-être atteint les limites du lac Saint-Charles. Puis c'est là où on dit qu'on atteint un niveau critique qu'il faut arrêter d'en ajouter. Roxane me pointait la corrélation entre l'urbanisation grandissante et l'apport croissant de sédiments dans le lac. À force de parcourir le territoire pour réaliser cette émission, j'ai été témoin de cette imperméabilisation des sols. J'ai vu l'eau s'écouler à vive allure, emportant avec elle toutes sortes de choses vers les cours d'eau et, ultimement, nos lacs et nos rivières. L'impact de cette urbanisation ne se ressent pas seulement dans les sédiments, et Roxane et Mélanie m'ont toutes deux pointé l'enrichissement du lac comme un problème majeur, dû notamment à l'apport des eaux usées. Je suis alors allé rencontrer Biljana Narancic. Elle a mené une étude entre juin 2016 et septembre 2018 pour quantifier la contamination provenant des eaux usées domestiques sur le lac Saint-Charles. L'appel a toujours voulu savoir l'impact des eaux domestiques les plus importantes au lac Saint-Charles. Donc, on avait ici au lac Saint-Charles, on a deux usines d'épuration d'eau dans le bassin versant du lac, bien sûr. Donc, ça, c'est la Stoneham. Et une autre usine de traitement d'eau usée qui est au lac des Lâches. On a aussi une installation septique autonome qu'on appelle ISA. Donc, ça, c'est les maisons avec leur fosse septique. À proximité du lac, à peu près 300, mais dans le bassin versant, on compte tout près de 3000 ISA, donc installation septique autonome. Appel et la Ville de Québec voulaient savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on raccorde les maisons qui ne sont pas raccordées à les systèmes de canalisation ou on raccorde les usines d'épuration d'eau usée? Qui est le plus menaçant au lac? Est-ce que c'est des usines ou est-ce que c'est des ISA?
Alors, dans mon projet, j'ai voulu répondre à cette question-là. Je suis allée échantillonner plusieurs tributaires, la rivière des Hurons, donc pour savoir quel pourcentage de l'eau arrive de petits tributaires qui drainent toute cette ISA, les maisons qui sont installées dans le bassin versant de ces petits tributaires, qui drainent ce territoire-là, par rapport à ce qui est drainé par la rivière des Hurons, donc l'usine d'épuration de Uzé et aussi, on compte plusieurs ISA en chemin vers le lac. Et le lac des Lages, donc, on compte l'usine d'épuration d'Uzé et le lac des Lages. Ce qui nous montre que les petits tributaires présentent une plus grande menace pour le lac Saint-Charles que les usines d'épuration d'eau usée. Cela ne veut pas dire que les usines d'épuration d'eau usée sont aussi menaçantes, mais si on avait à choisir où investir la plus grande somme d'argent et urgemment, ce serait vraiment de raccorder une partie, sinon une plus grande partie des maisons avec les installations septiques autonomes. Okay. Principalement, c'est à cause des débits, en fait, des tributaires qui sont très présentes au printemps et l'automne, lorsque la charge est plus grande à cause de pluie, qui va amener, avec le changement climatique, une instabilité climatique plus importante, surtout pour le lac Saint-Charles, où, en plus du changement climatique, on a la présence de l'homme. Donc, ces deux effets-là vont faire en sorte qu'on devrait avoir un contrôle sur ce qui se passe au lac. Les usines de répuration d'eau usée ont un certain contrôle puisque tout ce qui est découlé, les effluents de ces usines sont contrôlés. Donc, il y a une certaine manière qu'on peut contrôler le débit. Tandis qu'on ne peut pas contrôler le débit naturel des petites rivières. On peut dire que dans les années 60 et 70, ce territoire a commencé à avoir une boom de population. La plupart des maisons ici datent de cette époque-là. Alors, le fosse septique aussi date de cette époque-là. Il ne faut pas vraiment aller échantillonner chaque fosse septique pour voir exactement qu'est-ce qu'elle contribue. Mais on peut avoir un profil général lorsqu'on échantillonne et examine les lots des tributaires qui parcourent le territoire des maisons avec les fosses septiques. Donc, on peut dire que c'est le vieillissement des fosses septiques. Les fosses septiques sont mal entretenues. Et il y a certaines modifications qui ont été exigées par la ville, mais certaines maisons ils ont aussi le droit acquis qu'il dit mon fosse septique était déjà là depuis 50 ans, je ne ferai pas en sorte de payer une grande somme d'argent pour faire l'améliorer. Les habitants n'ont pas nécessairement la moyenne. Donc, ces questions devraient être peut-être en collaboration avec la ville, avec la municipalité, qu'on arrive à un consensus pour aider à améliorer l'eau de notre lac en faisant en sorte que cette maison soit raccordée ou que leur fosse septique soit mis en meilleures conditions. Moi, je prône le raccordement, définitivement, surtout avec l'incertitude que je viens de dire climatique et une forte urbanisation dans le bassin versant de lac Saint-Charles, qu'on devrait définitivement raccorder les maisons le plus possible. Peut-être pas nécessairement tout. On parle quand même de 3000 fosses septiques. Peut-être c'est un coût qui est beaucoup plus important lorsqu'on se parle, mais c'est un coût qui vaut la peine parce que ça va nous réduire beaucoup plus de troubles dans l'avenir. Si on ne réagit pas comme il faut, on risque de se retrouver avec des financements ou même d'aller chercher une réserve d'eau ailleurs au Québec. C'est quoi ces contaminants qu'on va retrouver dans le lac, par exemple, ou dans les tributaires? Principalement, on va trouver des coliformes fécaux. À part de ça, on va retrouver le plus grand pourcentage de nutriments. Ce qu'on dit, on parle de nutriments, c'est le phosphore et l'azote. Les usines se dotent de certaines méthodes pour éliminer le phosphore. Mais n'ont pas aucune méthode pour éliminer l'azote. Puis l'azote, ensemble avec le phosphore, font en sorte que ça amène beaucoup plus de nutriments au lac. Ça fait augmenter la productivité du lac, donc la présence des végétaux, des plantes aquatiques et aussi des cyanobactéries.
On a, depuis 2012, au lac Saint-Charles, on a les épisodes de cyanobactéries de plus en plus importantes. Et la plupart du temps, lorsqu'on fait le test sur les cyanobactéries qu'on y retrouve, il y en a certaines qui ont un grand pourcentage de toxicité. On parlait avec François Proulx qui disait que l'eau de la ville de Québec était de très très bonne qualité. Comment ça se passe finalement pour que cette eau soit de si bonne qualité? Je pense qu'ils ont le traitement et chaque traitement coûte de l'argent. Et oui, l'eau est de bonne qualité parce qu'on paye pour voir le traitement de qualité. Mais plus on traite notre eau, plus ça coûte cher. On peut dire que l'eau est bon à boire et notre lac Saint-Charles demeure quand même en un état de bonne santé. Mais ce qui est alarmant avec le lac Saint-Charles, c'est que la détérioration de l'eau de lac s'est faite à une vitesse importante. Donc, on a passé à l'intérieur de 5-6 ans, on a passé d'un état de très bonne santé à un état de santé moyenne. Exact. Donc, oui, il faut comprendre que plus on réagit vite et de bonne heure, on va payer moins pour garder notre eau propre et pour le traitement aussi dans la zone de l'eau potable. Derrière toutes ces menaces qui pèsent sur le lac, un constat demeure. Il y a indubitablement un coût rattaché à tout ça. Si on décide de raccorder les maisons, qui doit payer la facture? Si on décide de ne rien faire, le traitement pour garder notre eau de qualité pourrait être encore plus élevé, sans parler de l'impact environnemental. Ce sont des décisions importantes que nous devons prendre quand il est question d'eau potable, et les solutions, pas nécessairement évidentes. D'autant que la liste ne s'arrête pas là. Mélanie m'a parlé de plusieurs autres contaminants qui se retrouvent dans nos cours d'eau, et dans le prochain épisode, je vais m'entretenir avec différents scientifiques pour présenter ces contaminants et essayer de mieux comprendre les causes de leur présence.